BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Et oui, c'est notre face-à-face comme chaque jour. Aujourd'hui, face-à-face entre Sébastien Corchia et Philippe Béchade. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Sébastien Corchia, le directeur des gestions actions de Mescart Asset Management, et Philippe Béchade, rédacteur en chef à la Bourse au quotidien et président également des Éconoclastes. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Le CAC 40, messieurs, recule un peu, mais pour la 4e séance d'affilée quand même. Moins 0,36% encore aujourd'hui. Sébastien, ça signifie que l'essentiel du rebond, de la hausse qu'on a connu à la fin de l'été, l'essentiel est désormais derrière nous. C'est-à-dire qu'on avait quand même pas mal progressé quand même en un mois, de manière assez substantielle sur l'ensemble des marchés. Donc on digère, et je pense que les investisseurs, les marchés sont en train de réfléchir, de digérer finalement les annonces de la BCE, en se demandant si ça va avoir véritablement un effet. On se rend compte un peu que l'effet marginal de chaque déclaration de la BCE commence à être de plus en plus faible en définitive. Et on s'interroge d'abord, il manque de l'information. Elle sera délivrée au mois d'octobre sur les contours de l'action de la BCE, notamment sur les ABS et autres. Et puis on se dit, et on pourra le développer si vous voulez, on se dit que c'est une politique d'offre monétaire et point d'interrogation sur la demande. Oui, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, comme on dit. C'est bien de vouloir relancer le crédit, sauf que relancer le crédit, ça n'est possible que si la demande des entreprises est là. Or, pour l'instant, c'est vrai que la demande reste faible, Philippe Béchade. Oui, la question est évidemment complexe. Demande faible parce que perspective plus qu'incertaine, voire extrêmement médiocre, si on se fie aux nouvelles prévisions de croissance françaises. Donc on sait que 2014-2015 c'est plié, il n'y aura pas de croissance réellement, pas de création d'emplois, donc pas de distribution de pouvoir d'achat. Donc à qui on vend? Alors l'international, les pays en voie de développement, bon, ça peut être un créneau, mais enfin là, les Allemands sont plus forts que nous dans cet exercice. Ensuite, l'argent que veut réinjecter la BCE dans le système en reprenant aux banques certains paquets de créances, comment ça se ventile? C'est pas qu'une question quantitative. On parle que de quantitative easing, mais c'est aussi une question qualitative. Parce que d'après des statistiques qui sont tout à fait officielles, qu'on peut retrouver auprès de la BRI, de la BCE, comment se répartit le crédit aux entreprises? Tenez-vous bien, 95% du crédit est absorbé par des multinationales ou des valeurs cotées en bourse, SBF 120 ou même au-delà, mais enfin 95% va à des entreprises cotées. C'est-à-dire que le vrai tissu économique, lui, n'est pas irrigué? Le vrai tissu économique, 80% des entreprises qui sont non cotées ne reçoivent et ne font partie qu'à hauteur de 5% des crédits distribués. 5% pour 80% des entreprises qui créent, je rajoute, 100% des emplois. Parce que les 95% de crédits qui vont aux grosses entreprises, ces entreprises-là sont toujours en train de réduire leur masse salariale, réduire leurs coûts, à la demande des actionnaires, naturellement. Donc aujourd'hui, le tissu qui crée de l'emploi ne touche que 5% des crédits disponibles, et j'irais même plus loin, les PME, celles de moins de 10 personnes, touche moins de 1% des crédits disponibles. Alors vous pouvez effectivement réinjecter 400 milliards dans le système, ça va en faire à nouveau 390 pour les très très grosses, si on continue dans le système actuel, et ça n'en fera qu'une vingtaine pour les 80% d'entreprises qui créent de l'emploi. Donc c'est un problème également qualitatif, pas seulement quantitatif. Raison de plus pour ne pas faire trop d'austérité, Sébastien Corchia. Par exemple, Michel Sapin ce matin a annoncé que les 3% de déficit, objectif de déficit pour la France, ces 3%, ce ne sera pas pour 2015 mais pour 2017. Il est urgent de prendre son temps sur cette question? C'est compliqué parce que d'un côté il faut s'occuper de ce problème sur le fond et Mario Draghi le dit, il renvoie la balle une deuxième fois, il l'avait fait déjà en juillet, il renvoie la balle quand même vers les politiques européens en disant moi j'ai fait mon job, maintenant c'est quand même à vous de le faire, et pour le coup moi Mario Draghi je fais une politique d'offre, à vous de faire une politique de demande, et de l'autre côté les déficits sont tellement élevés, alors on a une fenêtre de tir parce que les taux restent bas, donc finalement les marchés ne mettent pas la pression sur le côté déficit. Mais ce qu'on ne paye pas aujourd'hui, il faudra le payer demain beaucoup plus cher. Alors peut-être les marchés vont porter leur attention, puisqu'on va chercher le côté demande, sur le plan de relance européen, le plan Juncker qui aura lieu. Et quelque part, Mario Draghi arrive au bon moment. Il va donner
la possibilité aux banques de faire du crédit à un moment où il va y avoir un plan de relance européen et donc on va faire travailler des entreprises peut-être sur l'infrastructure. Maintenant, il ne faut pas être naïf. Un plan important d'infrastructure européenne, vous le savez comme moi, le temps que ça se décide, le temps, un pont, des routes, etc. C'est l'impact sur l'économie, c'est pas demain matin. Et d'ailleurs, Mario Draghi a révisé à la baisse ses perspectives de croissance 2014-2015 pour relever seulement celles de 2016. Donc, il y a un vrai problème sur les marchés, adéquation offre-demande, et je crois que le marché va digérer ça. Il est plus sur l'annonce, moins sur les faits, et malheureusement, il va plus y avoir beaucoup d'annonces maintenant. Alors du coup, pour vous, gérant, il est urgent d'attendre aussi avant de vous renforcer sur l'Europe. Après une fin d'été plutôt favorable aux actions européennes, sur Wall Street, là, en cette rentrée? En fait, sur les actions européennes, on est dans un grand neutre. Capé à la hausse par une valorisation de marché, une croissance économique zéro. On a le chiffre ce matin pour la France et ça sera pareil pour les autres pays. On a un point d'interrogation sur l'Italie avec potentiellement un triple dip. Donc capé à la hausse, peut-être par les récents plus hauts finalement de cet été, du début de l'été, et capé peut-être un peu par la géopolitique qui peut revenir à tout moment, et puis à la baisse, protégé par la BCE, les liquidités, le rendement des actions versus le rendement des obligations. Donc c'est un grand neutre, 4100, 4006 si vous voulez. Pour le CAC 40. Pour le CAC 40 et pour l'Europe avec... À l'inverse de Wall Street, où pour le coup vous avez envie de vous renforcer? Non, Wall Street continue de me gêner dans le sens où, certes, il y a de la croissance des entreprises et des bons résultats, et ça c'est très bien, mais ça se paye. Ça se paye quand même à son prix aujourd'hui, sur un marché qui n'a absolument pas corrigé depuis des trimestres et des trimestres, et j'entends par correction 2 ans. 2 ans de marché sans aucune respiration, statistiquement ça commence à arriver au bout de ces statistiques, et à un moment, octobre, où le tapering va s'arrêter, il peut y avoir un peu de tension sur les taux longs américains, on en a vaguement parlé hier sur les marchés, donc les marchés US en termes de croissance m'intéressent, mais en termes techniques, consolidation m'inquiète. Allez, on marque une petite pause et on poursuit bien évidemment ce face-à-face, notamment sur ce marché américain, sur les prévisions de quelques grands organismes. En attendant, le CAC 40... BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Bon, un peu d'inquiétude ou de prudence de la part de Sébastien Corchia sur Wall Street. Philippe Béchade, comment est-ce que vous percevez ce marché américain, marché qui est quand même vu de façon assez positive par Goldman Sachs, par exemple? Oui, effectivement, j'écoute ce que nous dit Goldman Sachs, qui disait pas grand-chose d'ailleurs en début d'année, si ce n'est à l'époque que le S&P irait à 2000 quand il était déjà à 1950. À l'époque, je raillais le fait que on fait pas affluer en bourse une masse d'investisseurs pour gagner 4% dans l'année. Et là, d'un seul coup, Goldman Sachs, là, vraiment change du tout au tout. Pas très optimiste, évoquant des perspectives incertaines au printemps. Les voici qui, d'un seul coup, partent bille en tête dans un scénario de rêve à 12 mois, à 3 ans, donc 3 ans c'est 2017, n'est-ce pas? On est déjà à la 5e, 6e année de hausse linéaire, de volatilité totalement écrasée de façon délibérée par les banques centrales. Et là, on nous promet que ça va finalement durer 2 ans et demi de plus. Qu'est-ce que nous dit Goldman Sachs? Alors là, on était gâtés puisque en fait, en 48 heures, on a eu 2 stratèges en chef, David Kostin, donc c'est le big boss de la stratégie, et Timothy Mo, qui était le responsable des investissements à Hong Kong, qui a pris du galon, qui est devenu maintenant le stratège également sur l'Asie. Donc, on achète tout. Partout, tout. On achète tous les titres. Europe, Asie, États-Unis, on achète des actions. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien convaincus que les banques centrales vont continuer de maintenir les taux à zéro. Donc, par comparable, sans rendement sur les taux, vous connaissez le principe, on va acheter par défaut des actions. Alors, le journaliste un petit peu curieux dit, mais est-ce que vous pouvez chiffrer quand même quelle est la progression des bénéfices qu'on peut attendre pour justifier que on soit bientôt au-delà de 60 fois les bénéfices sur les valeurs du transport, par exemple, ou 25 sur le Nasdaq. Donc, quelles sont vos perspectives de bénéfices? Ça va bien aller. Mais par contre, ce qu'on peut vous dire d'ores et déjà, c'est que les entreprises vont continuer de racheter leurs titres massivement.
Oui, c'est la principale stratégie poursuivie. 450 milliards en 2013, on sera au-delà largement des 500 milliards en 2014. Les entreprises vont racheter leurs titres, donc on s'en fiche qu'elles fassent des profits, puisqu'elles vont réduire le capital flottant de façon à maintenir, voire accroître. Le plus court qui compte, c'est le bénéfice par action, quoi. Bien sûr. Alors quand on parlait tout à l'heure de les banques centrales qui vont soulager les banques de leurs mauvaises dettes, qu'est-ce qu'elles vont faire de cet argent? Si cet argent sert aux grosses entreprises, aux fameuses 95%, oui, à racheter leurs propres titres, mais c'est un système sans fin. On va s'enfoncer dans la déflation indéfiniment. Mais c'est pas prêt de changer. Sébastien, vous adhérez à ce discours? Oui, en partie, parce que il y a quand même une cherté du marché américain qui, encore une fois, est justifiée, justifiée par la croissance absolue et relative par rapport aux autres zones. Donc, marché américain est attirant. Je me méfie toujours, et c'est là où je suis en accord, je me méfie toujours vous savez, c'est un peu comme l'or, quand on était sur les plus hauts, on nous sortait tout un tas de pronostics, ça allait aller encore plus haut sans avoir véritablement de fondement. C'est un peu le cas. Et finalement, je préfère essayer de le jouer autrement, de dire, l'économie américaine va bien, elle va continuer d'aller bien, pourquoi on le jouerait pas au travers de nos entreprises à nous, plus exposées Amérique et très exposées dollar finalement? On va les payer moins cher que les actions américaines, avec le côté euro-dollar qui nous est favorable. On pourrait en citer plein qui vont... quelques exemples. Ça va notamment, alors on peut jouer le luxe en valeur dollar, mais les valeurs aéronautiques, on peut jouer quelques valeurs technologiques, typiquement Alcatel ou autres, qui sont très sensibles au dollar. Donc je suis plus à l'aise en jouant nos valeurs européennes moins chères et avec l'effet dollar et un effet Amérique, on va dire, ou zone dollar, que d'aller directement sur des valeurs beaucoup plus chères. D'accord. Un petit mot des valeurs pétrolières, juste, on a un baril de pétrole qui arrête pas de reculer, on est à des plus bas de un effet Amérique, on va dire, ou zone dollar, que d'aller directement sur des valeurs beaucoup plus chères. D'accord. Un petit mot des valeurs pétrolières, juste, on a un baril de pétrole qui arrête pas de reculer, on est à des plus bas de 14 mois sur le baril de Brent, il faut surtout éviter le secteur pétrolier, là, en cette rentrée? Moi, je crois pas. Il y a un effet recul du pétrole toujours en toile de fond avec ces afflux de pétrole de schiste qui viennent des États-Unis. Donc une surproduction de pétrole. Surproduction. Donc c'est une tendance qui va perdurer. Après, vous savez comme moi, depuis de très longs mois, voire années maintenant, sorte d'agreement qui est que le pétrole, il est à un niveau qui est acceptable et tolérable pour toutes les parties, offre et demande. Est-ce qu'il faut vendre les valeurs pétrole? Non, parce que souvent ce sont elles, et je pense à Total en France, qui ont les meilleurs rendements. Et si on est dans cette logique, à la rigueur, j'achète des actions pour leur rendement, c'est quand même intéressant. Donc ça m'intéresse d'acheter les valeurs pétrolières. Puis ce qui compte, vous savez, quand est-ce qu'elles montent les valeurs pétrolières? On l'a vu ces derniers temps, c'est si elles font beaucoup d'investissements ou pas beaucoup d'investissements. En gros, si leurs marges vont être plus fortes ou moins fortes. Donc tant qu'elles sont sur un rythme d'investissement un peu plus faible que les années précédentes, les résultats seront meilleurs. C'est plutôt ça que je regarde que le simple cours du pétrole. Philippe? Oui, mais l'exemple de ce qu'aime le marché, c'est Total qui a finalement renoncé à exploiter les sables bitumineux en Alberta, qui se retire, on a l'impression un petit peu, du pétrole non conventionnel, pour une excellente raison, c'est qu'il n'est pas rentable du tout. Et le phénoménal rush, le phénoménal boom du Dakota du Nord est en fait un piège terrible, parce que la plupart des exploitants de gaz de schiste ne sont absolument pas rentables, sortent un gaz qui est vendu la moitié du prix de revient. Donc on va avoir un taux de mortalité extraordinaire après avoir eu un boom. Mais c'est exactement le principe des villes fantômes américaines. Les mineurs débarquent avec leurs pioches, la ville elle explose, et puis dès que le filon est épuisé, il reste plus que des planches et des touffes d'herbe qui roulent dans la rue. Donc attention, le Dakota du Nord et le boom du gaz de schiste, c'est juste une nouvelle bulle. Alors là, c'est une bulle de gaz, une bulle de gaz pas rentable, et effectivement je pense que toutes les bulles se dégonflent un jour ou l'autre, voire
elles éclatent. Alors la Fed est dans une fuite en avant en mettant toujours des liquidités pour éviter que les choses qu'on revienne à la moyenne ou qu'on revienne à la juste valeur. Mais je pense que le jour où le gaz de schiste, cette bulle éclate, je pense qu'il y a d'autres secteurs qui seront très impactés. Sébastien. Pour le pétrole, pour les auditeurs, pour faire très très simple, en fait, quand le pétrole baisse, les compagnies vont faire moins d'investissements, donc les marges augmentent et paradoxalement, si vous regardez le cours de Total, c'est là qui se comporte le mieux. À l'inverse, vous avez souvent constaté que quand le pétrole montait, le cours de Total bougeait pas. C'est vrai. Bah oui, parce qu'on se dit le pétrole est cher, donc on va profiter pour forer, aller trouver d'autres puits, donc on fait plus d'investissements. À l'inverse, qui en profite? Les parapétrolières. Donc pétrole bas, j'achète les valeurs pétrolières, je vends les parapétrolières, et je fais l'inverse quand le pétrole est haut. Tout à fait exact. Et là, on est sur un pétrole qui baisse. 98,30 $ pour un baril de Brent, un plus bas de 14 mois aujourd'hui. Merci messieurs. C'était le face-à-face. Sébastien Corchia, Mescart et Philippe Béchade avec nous chaque mercredi. Et le CAC 40 en baisse de 0,16% pour le moment, 4445 points. BFM Business.